Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Viva sur scène. Cette année, nos bistrocultures sont à Avignon, comme tous les étés. Nous avons vu hier, dimanche 23, un Barbe Bleue. C'est une adaptation d'un roman d'Amélie Nothomb, elle-même inspirée par Charles Perrault. Et c'est une mise en scène de Frédéric Lazzarini. Elle est auteure, comédienne et metteuse en scène. Et elle dirige avec Didier Le Sourd la compagnie Minuit 01, installée au théâtre de la Mare au Diable à Palaiseau. Nous avons eu la chance de l'interviewer au Chêne Noir à l'issue du spectacle, ainsi que l'acteur qui joue Barbe Bleue, c'est-à-dire Pierre Forest. Nous avons vu un ogre et une jeune fille qui, loin d'être une victime fragile, se révèle être, d'après Amélie Nothomb, une jeune fille tout à fait pétillante, intelligente, qui tient tête au monstre dont elle n'a absolument pas peur. Alors Frédéric Lazzarini, bonjour. Bonjour. Bonsoir. Oui, comment ça? Parce que nous sommes au Chêne Noir, nous sommes le 23 juillet, nous venons d'assister à Barbe Bleue, qui est une adaptation d'un roman d'Amélie Nothomb, qui elle-même a adapté un conte. Voilà. Et vous avez fait une double adaptation, dans le fond. Exactement, c'est très juste et voilà. Et merci de l'avoir vu. Voilà, oui, j'ai travaillé sur la fiction contemporaine, déjà sur une première lecture qui est celle de Nothomb, mais aussi sur le conte initial que je trouve complètement fascinant. Et ce qui m'intéressait, c'était l'espace entre les deux, entre la prose, l'imaginaire de Nothomb et celle du conte un peu archaïque. Voilà. Oui, le conte archaïque manque sans doute d'humour, un humour qu'Amélie Nothomb introduit très facilement, ou que vous avez vous-même aussi compris. Oui, c'est très important, hein, l'humour chez Nothomb, il y en a partout, les dialogues en sont émaillés en permanence, mais elle prend aussi, c'est-à-dire qu'elle cite le conte, mais elle prend aussi distance avec ça. Et on a beaucoup travaillé avec Pierre Forest, donc l'acteur qui joue Barbe Bleue, sur cette idée-là aussi, qu'il est Barbe Bleue, il l'incarne, mais en même temps, il prend distance aussi un peu avec ce personnage qui est hors norme, et quand on prend distance, forcément, l'humour peut surgir, et ça, c'est intéressant. Oui. Alors, est-ce que vous aussi, vous vous êtes régalé au retournement de situation, à l'inversion des rôles ? Ah bah oui, bien sûr. Déjà, ce qui m'intéressait en tant que femme de théâtre, c'était tout d'un coup comment Nothomb tordait le cou au conte archaïque. Hein, c'est pas lui qui aura le dernier mot. Elle affronte comme ça ce personnage audacieux, qui n'a peur de rien, qui n'a pas froid aux yeux, à une masculinité complètement archaïque, et elle va la vaincre. Elle va renverser ça. Elle est à égalité avec son prédateur. Avec toute son intelligence. Avec toute son intelligence, voilà. Il a toutes sortes de références culturelles. On connaît la culture magnifique de Nothomb, mais elle est à égalité. Chaque fois, elle fait mouche, elle lui répond. Et ça, je trouvais que c'était vraiment formidable. Mais c'est vrai que ce Barbe Bleue ne nous fait pas peur, alors que nous, enfants, dans le conte, nous étions effrayés. Oui, alors il ne nous fait pas peur, mais bon, à la fin, quand même, elle est quand même menacée. Oui, et puis on l'a travaillé comme ça avec Pierre, parfois cette espèce de calme apparent engendre une étrangeté, et l'étrangeté, c'est toujours, ça peut être inquiétant quand même aussi. Oui, puis alors il y a ce jeu sur la chambre noire. Oui. Donc la chambre du secret, des meurtres, des assassinats, mais la chambre noire photographique aussi. Tout ce jeu sur l'image. Sur l'image, oui. Donc c'est pour ça aussi que le travail sur la vidéo, c'est quand même imposé. Voilà, je voulais surtout pas que ce soit illustratif, parce que maintenant on utilise la vidéo, mais c'est très important l'image chez Nothomb. Ça c'est vrai. Donc je trouvais que l'apport de la vidéo, et d'ailleurs quand elle est venue à la première, elle a apprécié ça beaucoup. Oui.
Oui, surtout que vous l'introduisez comme un élément du conte, le décor en Exactement. beaucoup conte du conte. Enfin bref. Voilà. Oui. Par exemple, j'ai été très fidèle à l'histoire, à son écriture. On n'a pas changé un mot avec les acteurs. On a été très vigilants, espèce de respect comme ça de l'écriture de l'auteur. Mais en revanche, j'ai amené des tas de choses qui sont liées au conte. Par exemple, le personnage de Mélène, du majordome, qui est très peu développé dans le roman. Et pour moi, ça devenait un conteur, ça devenait quelqu'un qui prenait en charge toute la mécanique un peu onirique, un peu du conte en charge. Et ça permettait d'écrire aussi une mise en scène et d'amener mon écriture aussi de metteuse en scène. Voilà. Oui, ce qui est agréable pour nous, c'est que vous jouez sur la féerie. Parce Oui. qu'on se dit, adapter un roman, c'est quand même du texte. Alors Oui. vous alternez bien sûr les dialogues, la lecture, Oui. avec le jeu aussi. Oui. Mais vous jouez beaucoup sur la féerie, la magie du texte, du Oui, conte. parce que je pense que le spectacle, c'est aussi quelque chose de très visuel, si vous voulez. L'écriture est belle, ça fonctionne très bien, mais ça suffit pas. Il fallait un objet quand même théâtralisé, un objet visuel, et avec nos trucs, nos moyens un peu artisanaux de théâtre, on a réussi à parler comme ça, à faire jaillir la magie. Ça, moi j'adore ça. Des fois c'est rien du tout, c'est un son, c'est un objet qui va s'allumer, une petite lumière qui va surgir, un lustre qui va descendre, et voilà, et la magie opère. Donc ça c'est... Oui. Vous jouez aussi sur la musique. Oui, sur le son, c'est François Perroni maintenant avec qui j'ai fait plusieurs spectacles. On est très complices, et c'est lui qui m'a proposé tous ces sons qui parfois sont inquiétants aussi, tous ces choses très mécaniques, de ressorts, de poulies, de choses qui dans l'inconscient jouent très fort aussi. Oui, alors il y a plusieurs allusions à d'autres contes, bien sûr, mais il y a aussi cette allusion à changer le plomb en or, avec cette histoire d'alchimiste. Voilà. Toute une symbolique, et une fascination. Toute votre mise en scène va vers cette transformation vers l'or. Oui, exactement. Au niveau des éclairages, et cette espèce d'obsession des couleurs, c'est quand même un collectionneur un peu fou, un type qui collectionne comme ça des femmes qui correspondent à des couleurs données. Tout ça il veut collectionner toutes ces femmes pour aboutir à une espèce de nuancier complet des couleurs. C'est un personnage étonnant. Je me dis, il faut l'imaginaire de Nothomb pour avoir ces idées, engendrer de tels personnages, quoi. Oui, et cette jeune fille qui a un physique très fin, il faut dire, très... intelligent dans le fond, une finesse dans ce sens-là. Tout à fait. On a l'impression qu'elle va se laisser prendre justement au charme de la richesse, de l'or, de la splendeur, comme ça. C'est très juste. Moi, ce que je trouve très beau, c'est qu'elle est très... c'est vraiment une jeune femme contemporaine, avec des tas de références culturelles, un raisonnement très, très fort et tout ça. Et peu à peu, elle est rattrapée par le conte, elle est rattrapée par l'inconscient. Et ça, on est tous guettés de temps en temps, même quand on est extrêmement bien outillé, qu'on a une éducation comme ça très complète, on peut être chahuté par l'inconscient, par le rêve, par des choses inexplicables. Ça, c'est une idée que j'aime beaucoup, quoi. Oui, c'est ça. Surtout qu'elle a l'impression qu'il a des attentions pour elle particulières. Oui. Elle a assez d'humour de Nothomb. Elle vit dans un canapé lit chez sa copine à Marne-la-Vallée. Et là, elle est dans un appartement somptueux, avec quelqu'un qui cuisine de façon très raffinée, un majordome qui lui sert le petit déjeuner au lit. C'est difficile de ne pas être sous le charme de ce nouveau style de vie, quoi. Oui. Alors, nous avons la chance, évidemment, d'avoir notre acteur principal, Barbe Bleue, à nos côtés, Pierre Forest. Bonsoir. Bonsoir. Donc, vous pourriez être un terrible Barbe Bleue. Non, je ne suis pas un terrible Barbe Bleue, parce que j'ai la sensation que d'abord, Amélie Nothomb a écrit un grand d'Espagne. Elle a voulu que ça soit un grand d'Espagne. Elle avait toujours eu envie d'écrire sur un grand d'Espagne
Et en fait, à un moment donné, nous a-t-elle expliqué, les deux se sont collés. Elle voulait travailler sur Un Grand d'Espagne et elle voulait travailler sur Barbe Bleue. Et là, subitement, naturellement, dans son esprit, les deux choses se sont mises. Voilà. Et donc là, elle l'a mis dans le 6e arrondissement. C'est un homme qui n'est pas du tout intéressé par le sexe. Je le dis sincèrement et tout simplement. Ce qui l'intéresse, c'est les couleurs, la cuisine, le champagne. Oui, le champagne. Voilà. Oui. Ce qui l'intéresse, c'est fondamentalement d'être dans un esthétisme le plus profond. Oui, et puis les jeux de mots. Et bien sûr, mais je veux dire qu'il s'offre des orgasmes sur des choses qui ne sont pas du tout sexuelles. Bien sûr. C'est des orgasmes multiples. La photographie, c'est ça. Bien évidemment, c'est le système le plus orgasmique, à savoir révéler profondément la beauté par la photographie. Mais aussi bien le champagne qu'il lui propose, puisqu'il n'y en avait pas. Subitement, ça devient encore une fois une tranche de vie et une source d'orgasme. Comme son récit. Ah non, pas du tout. Ah oui, non, bien sûr. Non, mais le fantasme, oui, tout à fait. En fait, c'est le charme discret de la bourgeoisie. C'est vraiment l'univers le plus clos que je connaisse. On est dans un univers clos, et à l'intérieur de cette closerie, on va dire ça, il y a ces fantasmes, ces orgasmes, et à l'intérieur de ça, il y a il y a eu la mauvaise idée d'abord de tomber sur une personne qui était curieuse initialement et qui est morte, la première. Alors, il n'a pas supprimé la chambre noire. C'est là où il devient un assassin. Mais avant, c'était à l'accidenté de la vie. Son amour meurt. Mais après, il laisse les choses en l'état et il devient assassin malgré lui. Oui, c'est ça. Malgré lui, initialement, il continue et il décide, pour des trucs alchimiques à l'intérieur, d'arriver au chiffre 9. Et bien évidemment, il met tout ça en étage avec l'arrivée de l'or, c'est-à-dire le jaune. C'est ça. Frédéric Lazzarini, vous avez tout de suite pensé à Pierre Forest ? Oui, tout à fait, parce que il fallait quand même un être avec une démesure qui soit... Un physique royal. Qui ait du charme, mais voilà, j'adore, je trouve que Pierre est très beau, mais c'est vrai qu'il a ce physique un peu shakespearien, donc moi j'adore ça. Et du coup on a ça dans les contes, on a des physiques un peu hors normes, comme elle est toute petite, le côté boucle d'or, c'est on boucle a d'or. l'ogre royal, et puis en face on a une petite chose très cérébrale, très très vivante, très dense comme ça, mais petite, un petit bout de femme. Je dois dire que je suis extrêmement touché par le jeu de Gisèle Worthington. J'aime énormément jouer avec cette actrice parce que je trouve qu'elle a la force, elle a la puissance, vraiment. Et elle est pétillante. Elle est pétillante, elle est drôle, elle est amusante, elle est violemment moderne, c'est-à-dire que... Mais moderne dans un certain classicisme, c'est-à-dire qu'elle est à la fois moderne parce qu'elle s'occupe de sa vie, ses machins, des trucs, on n'a pas intérêt de la toucher, etc. Et subitement, elle se laisse avoir. Et quand elle se laisse avoir, ça devient délicieux parce que cette personne qui est plutôt assez pleine d'épis, parce que c'est une jeune femme d'aujourd'hui, voilà. Vraiment... Et vous aviez lu le roman avant de le jouer, ce personnage. J'ai lu le roman. J'ai lu le roman et oui. On s'est rencontrés exactement l'année dernière. Frédéric m'a appelé l'année dernière quand je jouais Petit boulot pour vieux clown au théâtre du Balcon. Elle m'appelle et elle me dit j'ai très envie de travailler avec toi sur Barbe Bleue. Je fonce à la librairie du coin, j'achète Barbe Bleue, je lis, je dis oui. Très bien. J'attends maintenant l'adaptation. Elle me dit, tu sais, ça va être grosso modo. Alors c'est vrai que c'est un truc très particulier. C'est un pari, en fait, de tirer du théâtre d'un roman. Ça a été le gros pari de l'histoire. C'est vrai. Parce qu'il fallait... Oh là là. On est dans des scènes très littéraires, où il y a du verbe. Et nous, on est des gens de théâtre, donc il faut des situations. Donc finalement, les situations, nous les avons imaginées, nous les avons créées.
voilà, à partir d'un matériau qui était très, quand même, parlé, littéraire. Hein. Donc ça, c'est une difficulté. Et des fois, même les acteurs le sentent intérieurement, ils peuvent être rattrapés par ça. Ils se disent, tiens, là, on se laisse prendre par l'écriture, par le récit. Bon nombre excusez-moi, je reprends la parole, bon nombre de répliques, entre guillemets, qui n'étaient pas ad hoc par rapport à la dramaturgie, sont tombées. Mais on ne pouvait pas le savoir initialement. Initialement, j'ai appris un texte, je suis sûr qu'il y avait quasiment, peut-être pas un quart, il y avait peut-être, on va dire 1/8 de plus que ce qu'on a joué, parce que Frédéric se disait, non, il faut vraiment retirer. Mais pendant ce temps-là, moi, mon psychisme, il avait fait les liens avec ce que je disais. Donc il a fallu après revenir en arrière. Mais c'était bien de le faire. Et même, d'ailleurs, j'ai des coupes à te proposer, d'ailleurs. Mais il ne faut pas dénaturer l'œuvre. Ben non, il ne faut pas dénaturer. On savait qu'elle allait venir, donc au moment de... Moi, je ne supporte pas la trahison, donc je voulais être au plus près de... Qu'est-ce qu'elle a dit ? Elle a été merveilleuse avec nous. Elle a été vraiment merveilleuse. Le soir, à la fin du spectacle, elle s'est levée, elle est allée saluer avec les acteurs, elle les a embrassés, elle a été extrêmement généreuse. Elle a envoyé ses sbires aussi un peu avant pour voir si c'était bien. Oui, et là, elle a réenvoyé ses sbires et même elle a fait un compliment en disant c'est encore mieux. Oui. Donc vraiment, non, mais elle suit beaucoup la chose. Oui, l'éditrice d'Albin Michel nous suit aussi beaucoup et mieux assister à des répétitions. Et on est très heureux de lui faire plaisir parce que franchement, la source de joie et la source de bonheur, c'est quand même Amélie Nothomb qui l'a donné. Hein. C'est-à-dire que sacré auteur. Parce que sous son style très simple comme ça, elle trace sa route. Enfin, j'ai lu d'autres romans. Hein. J'avoue qu'elle me bluffe, quoi. Elle me bluffe. Elle a un imaginaire et en plus, en même temps, elle arrive à attaquer des êtres. Elle arrive à mettre en valeur les faiblesses des êtres et elle les décrit très bien. Alors après, comment passer de la description littéraire à l'action, ça a été tout le travail de Frédéric. Et le nôtre aussi, d'ailleurs. Est-ce qu'elle parle d'amour, effectivement ? Je pense qu'Amélie Nothomb ne parle que d'amour. Je parle que d'amour. Mais les chemins de l'amour sont multiples. Et comme ceux de Dieu, ils sont assez peu visibles. Donc elle ne parle que d'amour, en fait. Et moi, je pense que... Dieu est cité, justement. Ah oui, j'ai pas compris. Il y a un autre texte qui se joue en ce moment à Avignon. Ah oui, Dieu est cité. Oui, mais qui est la dernière journée du Christ. Donc la foi, c'est des questions qui l'obsèdent aussi. Hein. Moi, je pense que c'est l'handicap de l'amour qu'elle aime. Elle aime l'handicap de l'amour. C'est-à-dire, comme on parle d'un cheval part handicapé, c'est-à-dire qu'il a un handicap. Il a 30 kilos de plus. Voilà, c'est parce que ça s'appelle un handicap. Et là, entre la spiritualité et la religion, lui, Daniel Imériaux, il est profondément catholique. Il est nommé comme tel. Voilà. En fait, votre pièce peut se lire aussi à différents niveaux, se voir à différents niveaux, il me semble. Sûr. C'est la transformation de cette jeune femme en or à la fin qui m'y fait penser. Parce que je me suis demandé s'il y avait une réflexion sur, par exemple, comment l'art transforme les comédiens en personnages, les textes en magie, en féerie, vous voyez, la photo bien sûr aussi, en beauté. Oui, le franchissement de la porte. Elle en or, oui. Comme quelque chose qui fait qu'elle ne peut pas revenir en arrière. Toute cette espèce de quête esthétique, de beauté, de perfection, elle finit figée en or, quoi. C'est terrible, étonnant. En fait. C'est terrible. Mais étonnant, votre image est tellement belle, là, quand elle est progressivement recouverte d'or et fixée comme une statue, c'est magnifique, cette image. Mais oui, c'est l'image aussi, c'est une chute étonnante, hein. C'est une chute un peu brutale, abrupte, comme ça. C'est très étonnant comment ce roman se termine. Comment vous avez trouvé cette idée-là? On a cherché avec l'homme avec qui je travaille en vidéo, le créateur, on s'est dit, au départ on avait cette poudre d'or, mais ça ne suffisait pas. Non. Il fallait amplifier encore l'image.
Et il a proposé que l'or monte comme ça au fur et à mesure. Et là, l'image était assez dense pour rivaliser avec l'écriture, quoi, avec la force de l'écriture, de l'imaginaire. On fait des essais en scène. Vous voyez, des fois, on teste une image, on teste, voilà. Oui. Bon, je ne sais pas si on a tout dit. On a sûrement encore des questions et des commentaires. Mais il nous reste à vous dire un grand merci. Merci à vous de vous être intéressé à cette chaîne. Le plaisir que vous nous avez donné et écoutez, l'intelligence on aussi était de contents de votre vous adaptation. rencontrer. Merci beaucoup. Merci.